Le coup de tocsin. Et vous savez, terrible attaque, encore, au couteau qui a eu lieu à Mulhouse samedi dernier dans l'après-midi qui a tué, donc ce personne d'origine algérienne a tué une personne et en a blessé 5 autres. C'est une attaque, terroriste islamiste, ce sont les mots du président de la République, hein, qui dit: «Cela ne fait aucun doute». D'ailleurs, le parquet antiterroriste s'est saisi des faits. Alors l'assaillant, comme je disais, était un homme, d'origine algérienne, arrivé illégalement en France en 2014. Il avait été condamné pour apologie du terrorisme. Il avait été condamné à 6 mois de prison, libéré 50 jours avant la fin de sa peine. Je cite le ministre de l'Intérieur. L'auteur présumé avait été placé en centre de rétention avant d'être libéré et placé sous assignation à résidence. L'homme présentait un profil schizophrénique, mais n'était pas suivi, et il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, mais OQTF refusé par 10 fois par l'Algérie. Bruno Retailleau, sur place samedi soir, a d'ailleurs marqué sa volonté de muscler le rapport de force avec l'Algérie, c'est ce que je vous disais. Je propose d'écouter un extrait de Bruno Retailleau. Désormais, il faut accepter un rapport de force. Le rapport de force, c'est les visas. Le rapport de force, c'est l'accord de 68. Le rapport de force, c'est un accord très important pour l'Algérie qui est en train d'être négocié aujourd'hui à Bruxelles. Il faut poser ce rapport de force parce que on a été, si j'ose dire, assez gentil. On a tendu la main à l'Algérie. Qu'a-t-on eu en retour? Donc il faut aujourd'hui ce rapport de force. Alors, on l'a entendu, hein, série d'échecs français, puisque cette personne n'était pas suivie, cette personne a été libérée 50 jours à peine après sa condamnation. Il était placé en rétention, il a été libéré, il était placé sous assignation en résidence, il n'était pas venu signer. Bref, série d'échecs français et puis refus algérien, mais d'où vient vraiment le mal de ces attentats à répétition? Je me tourne vers Pierre Marissèvre. Bonjour Pierre Marissèvre. Oui, bonjour Clémence Odiakova. Merci beaucoup, d'être avec nous ce matin. Juriste et directeur de l'Institut pour la justice. Heu, c'est terrible parce qu'à chaque fois qu'on vous reçoit, c'est toujours évidemment pour ce genre de scène de crime. Et en fait, à chaque fois, ça vient de nouveau appuyer sur, les faiblesses, on va dire, les failles françaises. Là, quelles failles pouvez-vous, finalement de nouveau déterminer? C'est un peu le problème. Le problème, c'est qu'il y en a plein. Le navire prend l'eau de tous les côtés, je vais vous dire, au niveau judiciaire et au niveau pénal. Bon, en l'occurrence, j'en vois deux. C'est vrai que l'homme, en l'occurrence, a déjà été condamné par la justice. On peut se demander s'il a été suffisamment condamné. Quelqu'un qui est prêt à passer à l'acte, peut-être que le tribunal aurait dû voir et aurait dû sentir que c'était quelqu'un de dangereux et donc le condamner à une peine grave, une peine lourde. Ça n'a pas été le cas. Il a été condamné à 6 mois de prison. Pour moi, ce n'est pas une peine lourde pour apologie du terrorisme. Donc, c'est quelqu'un qui était a priori quand même pas loin de passer à l'acte. Donc, on pourrait estimer que c'est une première faille, même si, bon, en l'occurrence, voilà, j'étais pas dans le tribunal au moment où ils ont décidé de cette peine. Je ne sais pas exactement quels éléments ils avaient en main, mais bon, bref. Donc, c'est potentiellement le premier moment. Deuxièmement, il a été condamné avant la fin de sa peine. Pour moi, en termes d'impunité, c'est un message qui est Il a été passé libéré, vous voulez dire, avant la fin de sa peine? il a été libéré avant la fin de sa peine, pardon. Il a été libéré plusieurs semaines avant la fin de sa peine, qui était déjà une petite peine. Donc, en termes de message d'impunité, symboliquement, c'est pas excellent non plus. Donc, c'est peut-être la deuxième faille. Et puis, troisième faille, bon, là, en l'occurrence, c'est pas tellement le juge, mais c'est plutôt le système. Et là, c'est ce sur quoi Bruno Retailleau a pas mal insisté, c'est qu'il a été placé en centre de rétention administrative pendant 90 jours. D'ailleurs, j'ai des petites questions moi là-dessus. J'espère que le ministre va pouvoir nous éclairer parce que il nous est dit qu'il a été placé en centre de rétention administrative pour 90 jours et on n'a pas réussi à l'expulser vers l'Algérie. Oui. 90 jours, c'est le délai maximal classique pour une rétention normale. Mais depuis quelques années, en matière de terrorisme, on a une possibilité d'étendre cette rétention à 210 jours. Donc là, il y a, je trouve, pour moi, un Une feuille flou. de plus. Euh, voilà, est-ce que quelle procédure de rétention a été utilisée? Est-ce que c'était la procédure classique? Est-ce que c'était la procédure terroriste? Et auquel cas, elle aurait pu être prolongée jusqu'à 210 jours, et auquel cas, l'homme serait potentiellement, je pense qu'aux 210 jours, j'ai fait vite fait le calcul, mais a priori, il serait encore là en rétention, puisqu'il a été condamné en fin d'année 2023 à 6 mois de prison
plus 210 jours, donc ça fait plus de la moitié de l'année, il aurait été là tout juste encore en rétention. Euh, donc voilà, il y a une petite question de date. Et puis donc, je me pose cette question, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été prolongé jusqu'à 210 jours alors qu'il a été condamné pour terrorisme, pour des infractions liées au terrorisme, et donc potentiellement, cette procédure de terrorisme s'appliquait à lui. Donc voilà, donc c'est la troisième faille. Et puis, Non, mais en fait, pardon, moi là, je dis tout ça. on s'arrête 2 secondes parce que c'est grave ce que vous êtes en train de nous dire. Vous dites finalement 210 jours, il serait encore en prison, donc il n'aurait pas pu commettre ce qu'il vient de commettre, quand même. Potentiellement, absolument. Je ne sais, ce dont je suis certain, parce qu'on n'a pas en l'occurrence tous les détails sur la procédure, évidemment, on ne travaille pas au ministère de l'Intérieur, mais ce dont je suis certain, c'est qu'en matière de terrorisme, la rétention maximale n'est pas de 90 jours, comme là ça a été le cas, mais de 210 jours. Hmm. Pour tout vous dire, de toute façon, on va très rarement au maximal parce qu'il n'y a pas de place en centre de rétention administrative, parce qu'il n'y a pas assez de centres de rétention administrative et parce qu'il y a beaucoup trop d'illégaux à expulser qui sont bien souvent finalement jamais expulsés. C'est-à-dire qu'ils passent en centre de rétention administrative et un an plus tard, on va les y revoir parce qu'ils n'ont pas été expulsés la première fois. En ce qui concerne l'Algérie, c'est souvent le cas. Mais donc, tout ce que je vous dis là, toutes ces failles, tous ces problèmes judiciaires, ces questions de délai de 90 jours, de 210 jours, la question ne se poserait pas si l'on ne laissait pas ce genre de profil entrer en France. Oui, Et donc, comme pour une c'est le début immense de l'histoire, entre partie, guillemets. Ouais. voilà exactement, une immense partie, c'est ça la première faille, c'est ça la faille originelle, c'est la faille Ouais. migratoire. Comme pour une immense partie de la criminalité et de la délinquance, c'est très difficile de donner un chiffre, mais ce sont des proportions d'au moins 25%. On va prendre le chiffre le plus bas, puisque 25% des détenus sont étrangers. Si l'on savait gérer l'immigration et si les gouvernements géraient l'immigration convenablement, s'ils la géraient tout simplement, il n'y aurait, on pourrait éviter des dizaines, des centaines de milliers de crimes et de délits chaque année. Parce que au moins 25% de la criminalité, là je prends uniquement le chiffre des détenus, est issu des étrangers. Et on peut aller beaucoup plus. Il y avait un chiffre très éloquent, on était à plus de 90% d'étrangers qui étaient coupables des vols dans le métro en Île-de-France, dans les réseaux de transport d'Île-de-France. Donc vous n'auriez pas d'étrangers, ou alors on gérerait l'immigration, c'est-à-dire qu'on laisserait entrer des étrangers qui ne commettent pas de délits, mais on laisserait à la porte d'entrée ceux qui commettent des délits. Eh bien, il n'y aurait absolument zéro ou presque pickpocket le réseau de transport parisien. Alors, Pierre Mérissable, Voilà. je vais compliquer un tout petit peu la discussion parce que c'est très clair et déjà, c'est très intéressant ce que vous nous dites. Déjà, la faille sur les 210 jours, a priori, on aurait pu éviter ce qui est arrivé. C'est quand même gravissime ce que vous êtes en train de nous signaler. Et évidemment, et je trouve ça intéressant parce que finalement, on n'en parle pas, on entend au QTF dans tous les propos des politiques aujourd'hui et dans les médias au QTF, il était sous le QTF 10 fois refusé par l'Algérie. Mais vous avez raison, le mal originel, c'est évidemment l'arrivée de manière illégale sur le territoire en 2014. Et cette arrivée sur le territoire en 2014, est-ce qu'elle aurait pu être mieux gérée par la France ou est-ce que c'est un problème européen? Est-ce que la France a des moyens de muscler ou de mieux surveiller son territoire dans la situation dans laquelle elle est, c'est-à-dire dans l'Europe dans laquelle elle est? Ça dépend. La France est un pays relativement souverain tout de même. Donc, la France pourrait, par exemple, décider de fermer ses frontières, de se retirer momentanément de Schengen ou relancer les contrôles aux frontières. Donc ça, c'est un moyen de bloquer l'immigration illégale. Maintenant, vous avez raison. L'essentiel aujourd'hui de l'immigration illégale profite de l'Union européenne et de l'espace Schengen, surtout pour pouvoir se déplacer librement. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu que l'espace Schengen a été étendu là en début d'année, au mois de janvier, à la Bulgarie et à la Roumanie, donc qui sont des pays qui sont évidemment euh, su- beaucoup moins durs en termes de surveillance et efficaces en termes de surveillance et qui comptent donc de nombreux illégaux. Et donc, ça va accélérer à nouveau le processus. Donc, vous avez raison, c'est au niveau européen qu'il faut mettre des frontières. Le problème, c'est qu'on nous a dit euh, enlevez vos frontières nationales parce que vous aurez des frontières européennes, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de frontières européennes. Donc, au bout d'un moment, la question se pose, effectivement, et je pense que moi, la bonne chose à faire aujourd'hui, ce serait de sortir de Schengen le temps qu'une frontière européenne soit efficace. C'est la chose la plus raisonnable et la plus intelligente, la plus sage à faire, quelque Et part. une question très intéressante, en tout cas, sortir de Schengen. Et une question qui est peut-être plus diplomatique, mais malgré tout, je vous la pose, sur en effet, muscler ce rapport de force avec l'Algérie. D'ailleurs, le patron du Quai d'Orsay, lui, Jean-Noël Barrot, a expliqué qu'il était plutôt contre cette sortie de Bruno Retailleau. Donc, on voit en plus
une dissension au sein du gouvernement. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on a les moyens également d'être plus dur avec l'Algérie sur ces questions-là? Bien sûr, bien sûr. La diplomatie, c'est une question de priorité, c'est une question de négociation, d'échange. La France pourrait très bien dire à l'Algérie, écoutez, moi, ma priorité, c'est l'expulsion des OQTF vers votre pays. Et ça n'est pas, je ne sais pas quelles sont les priorités actuelles, je ne suis pas diplomate, mais ça n'est pas telle ou telle priorité actuelle. Mmh. Tout est question de négociation. Encore faut-il savoir négocier, enfin, savoir négocier. Encore faut-il euh, comment dire, se sentir légitime à négocier, et ce qui n'est probablement pas, en tout cas pas le message, le signal qu'envoient les autorités françaises à l'Algérie depuis une bonne décennie. Je renvoie à Bernard Lugan et ses travaux, et il n'est pas le seul d'ailleurs. Maintenant, ils sont plusieurs dizaines de personnes, d'experts sur ce sujet, qui voient bien que la France ne fait que se repentir et donc n'a aucune marge de négociation. Et de fait, on le voit, le peuple français a beau demander unanimement plus de dureté Oui. et d'effectuer ces expulsions vers l'Algérie, l'Algérie continue à nous humilier allègrement, sans que d'ailleurs les réactions françaises dépassent les mots de M. Retailleau, ce qui est déjà pas mal, mais on ne va absolument pas au-delà, alors que dans les derniers mois, depuis que M. Retailleau est là, ça fait déjà plusieurs fois qu'il y a des humiliations. Je rappelle, il y a ne serait-ce que 2 semaines, l'affaire Doualem, où un homme, exactement le même cas que figure, on le renvoie vers l'Algérie avec tout un tintouin médiatique, et finalement, il est renvoyé par l'Algérie en France. Le tribunal administratif annule toute la procédure lancée par le ministre de l'Intérieur, et on retourne à la case départ. Et puis, bah, on espère que tout le monde a oublié, parce que c'est tellement humiliant. La France, les Français vont peut-être l'oublier, je ne l'espère pas, mais l'Algérie, elle, ne l'a pas oublié. Et la preuve, c'est qu'elle le refait pour, là, en l'occurrence, le premier OQTF algérien venu, celui qui commet au hasard là, l'attentat de Mulhouse. Parce qu'en fait, s'il y en a comme ça qui ont été à 10 reprises expulsés et renvoyés par l'Algérie, c'est bien la preuve que, en fait, n'importe quel OQTF moyen algérien a probablement déjà tenté d'être expulsé et a probablement déjà raté. Donc, c'est ça qui est absolument tragique. C'est ça qui heurte le bon sens, qui heurte le respect, le respect dû à soi-même en tant que nation, la fierté nationale, l'orgueil, le moindre début d'orgueil nécessaire à la survie d'une nation. Et bon, malheureusement, comme le montre le ministre des Affaires étrangères, c'est pas demain la veille que ça va changer. Et vous faites justement un très bon teasing pour notre invité Éric Anso sur l'histoire de la nation française, et cette nation française qui, malgré son mythe, s'écroule aujourd'hui. Pourquoi? Depuis quand? On en parlera avec Éric Anso tout à l'heure à partir de 9h, et puis on reviendra évidemment sur Richard Ferrand, qu'il considère comme un scandale national. Merci encore Pierre-Marie Sèvres, je rappelle, directeur de l'Institut pour la justice. Et tout de suite, notre corps à corps. Vous avez aimé cette émission? Vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets? Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.